Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le bilan lecture de tous les romans lus pendant le courant du mois de novembre. Un mois qui n'a pas été un mois de lecture incroyable en quantité et en qualité. Alors en quantité pure, j'ai quand même lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 romans, ce qui est quand même très bien, on est bien d'accord. Ces 8 romans, alors... J'ai participé en novembre au 5K proposé par Dorian et pour vous donner une idée, donc l'objectif est de lire 5K, 5000 pages sur le mois. Moi, j'ai lu 2830 pages, un truc comme ça. Hein. C'est le mois où j'ai le moins lu de toute l'année. Alors, on va pas aller jusqu'à dire que c'est une catastrophe parce que si j'ai pas lu, c'est que j'avais pas le temps, que j'ai fait d'autres choses, etc. Donc, c'est la vie, on va dire. Mais c'est un peu frustrant quand même, sachant qu'en plus, la quantité était pas là et la qualité, vous allez voir, on n'est pas sur un mois de dingue. Voilà. Alors tout d'abord, je vais démarrer par un abandon et je suis dégoûtée de cet abandon. J'ai abandonné le tome 2 des Sables d'Araouia de Hafsa Faiza, Le Libéron, Les Étoiles, publié chez De Saxus. Le mois dernier, le tome 1, je crois qu'il avait été quasiment une de mes meilleures lectures du mois. Un univers de fantasy orientale que j'aime beaucoup. Où on suit deux personnages, notamment une jeune fille qui vit dans un univers dans lequel il y a une forêt qui est apparue, la magie a disparu il y a quelques années, quelques dizaines d'années avant sa naissance et elle est chasseuse et elle essaie de faire survivre son village et en parallèle à ça on suit un jeune garçon, un jeune adulte qui lui est prince d'un royaume et il est prince mais également surtout connu pour être l'assassin du roi. Vous vous doutez que ces deux personnages vont finir par se rencontrer et qu'une histoire va naître autour de cette magie disparue. J'avais beaucoup aimé le tome 1, justement, le fait que l'autrice, elle prenait son temps pour poser l'univers, pour expliquer. Je trouvais ça vraiment très bien, justement, d'avoir une autrice qui partait pas dans l'action immédiatement. Malheureusement, ce que j'ai aimé dans le tome 1, je l'ai cordialement détesté dans le tome 2, voilà. J'ai abandonné à 400 pages. 400 pages, le roman il en fait 650, donc j'étais vraiment pas très loin. J'ai beaucoup hésité avant de l'abandonner parce qu'on a toujours cette idée de se dire putain t'as investi du temps pour lire 400 pages, là il t'en reste moins de la moitié, vas-y. Mais sauf que j'avais lu 400 pages en 7 jours quoi, c'est pas possible. C'est pas possible dans le sens où j'avais pas envie d'y retourner. Il y avait des fois, je lisais 10 pages par jour. Et j'avais surtout cette sensation de lenteur, qu'il se passait rien. Et que pendant ces 400 pages, les personnages n'avaient fait que se parler, que réfléchir, que attendre, que analyser. Et je me disais, là, il reste 300 pages. Et voilà, et l'action va tenir en peu de temps. On va avoir des résolutions très courtes. Je me suis beaucoup ennuyée dans ce tome. Cette lenteur que j'ai beaucoup appréciée dans le tome 1, justement, pour poser, pour nous rendre des personnages très crédibles et très réalistes. Ici, c'est une lenteur que je n'ai pas comprise parce qu'on est dans un tome 2, on connaît les personnages, on connaît l'univers. J'aurais aimé qu'il y ait peut-être plus d'action. Les personnages, ils passent du temps à réfléchir sur ce qu'ils ont fait, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils vont faire, comment ils le font, pourquoi ils le font. J'en avais marre, je n'avais plus aucun intérêt, j'étais dans une phase vraiment où je lisais pour lire, je subissais ma lecture et voilà, j'ai fini par me dire, j'ai pas envie, laisse tomber, vraiment, j'ai pas envie, laisse tomber. J'ai lu ce tome 2 avec Monsieur Cabric, donc je l'ai lâchement abandonné à 400 pages. Lui, il a eu le courage d'aller au bout, bon, apparemment, c'était pas une franche réussite non plus. Une vraie déception parce que j'avais quand même malgré tout beaucoup aimé le tome 1, mais ce tome 2, non, malheureusement, ne l'a pas fait du tout. Trop de longueur, trop de hauteur, je me suis ennuyée. Même si l'univers était très chouette et les promesses intéressantes, moi, je me suis trop détachée de l'histoire et j'ai fini par abandonner, voilà. Et je suis la première très déçue. Ensuite, j'ai lu un roman où j'ai un avis plutôt mitigé, c'est celui-ci, Le Point Zéro de Seicho Matsumoto, c'est publié chez 10-18, c'est un auteur japonais que je n'avais jamais lu, c'est un classique, un auteur classique de la littérature policière japonaise. Ici, on va faire la rencontre, on est à la fin des années 50, on va rencontrer une jeune femme, Teiko, qui va faire un mariage arrangé avec un homme, il s'appelle Kenichi Uhara, et cet homme, voilà, il se marie, mariage arrangé, il se marie, elle s'installe à Tokyo, sauf que lui, il a encore une activité professionnelle dans un coin du Japon, je sais plus trop où c'est, et il lui dit je vais partir pendant quelques jours pour finaliser tout ça, et puis après je reviens m'installer à Tokyo définitivement. Sauf qu'il va disparaître, il ne va jamais revenir. Donc on va suivre cette enquête menée par cette femme, mais pas que, sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi a-t-il disparu, voilà. Et forcément, vous vous doutez qu'il y a d'autres choses qui vont apparaître dans cette histoire. Alors,
une lecture que j'ai pas trouvée super agréable. Alors c'est un roman qui est assez court, pareil j'ai mis un peu de temps à le lire alors qu'il fait même pas 300 pages quoi. C'est également un rythme assez lent, c'est assez plat, c'est assez linéaire. Les événements s'enchaînent d'une manière assez, j'allais dire neutre. Voilà, on apprend ça et puis ça et puis ça. J'avais pas d'empathie pour les personnages. J'étais même par moments assez désintéressée de ce qui pouvait leur arriver. Le roman a été écrit à la fin des années 50, en tout cas il a été publié en 1959 et j'ai été assez heurtée au début par le traitement qui est fait aux femmes. Alors pas un traitement de violence, hein, mais le traitement général de la société. Donc il y a d'abord le mariage arrangé, il y a la mère de la jeune femme qui va tout faire pour qu'elle se marie. Il y a beaucoup de réflexions sexistes, il y a aussi pas mal de fois où, même si elle a été mariée à cet homme, alors quand bien même très très peu, hein, puisque finalement c'est un mariage arrangé, elle ne le connaissait pas vraiment, la femme est toujours mise en retrait. Il y a parfois des hommes qui vont arriver et qui vont lui dire des choses du genre « Ah ben oui, mais c'est normal, vous êtes une femme. Ah oui, mais alors là, sans votre mari, comment vous allez faire ?» Enfin voilà, il y a tout un tas de remarques vraiment sexistes qui sont un peu heurtantes hein, pour la femme que je suis là actuellement en 2023. Voilà, après je suis aussi capable de me dire c'était aussi le reflet du Japon des années 50. Évidemment, pendant très longtemps, les femmes n'ont été vues qu'à travers leur mari. Il fallait absolument se marier, il fallait rester à la maison, s'occuper des enfants. Et puis elles n'étaient pas suffisamment intelligentes, voilà, pour faire tout un tas de choses. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'a un petit peu gênée aussi, mais c'est pas la première fois que je le lis dans des romans japonais et asiatiques de cette époque. Donc voilà, ça m'a un peu gênée par moments. J'ai dit oui c'est bon, on a compris, hein, elle n'est pas débile non plus, hein, voilà. Il y a également pas mal de descriptions, je trouve, qui alourdissent l'histoire. On a aussi pas mal de lieux, de personnages qui sont évoqués. On a des allers-retours entre Tokyo et différentes villes du Japon que je ne connais pas du tout, enfin, mis à part éventuellement certaines de noms. Donc j'avais tendance parfois à m'embrouiller entre les noms, les personnages, enfin voilà. C'était pas une lecture super agréable. Alors c'est pas non plus, j'ai pas abandonné parce que la thématique, j'avais quand même envie de savoir ce qui s'était passé avec cet homme. Et puis la thématique finalement qui est proposée, c'est encore une fois quelque chose que je connaissais pas du tout du Japon. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Donc c'est vrai que j'avais envie d'aller au bout et c'est pour ça que je suis allée au bout. Après, en soi, les personnages, pas particulièrement intéressée ni attachée aux personnages. Donc vraiment une lecture à nouveau assez distante, assez froide. Et puis honnêtement, voilà, j'ai poursuivi principalement pour avoir le fin mot de l'histoire. J'étais quand même curieuse de ça. Mais globalement, ça ne me laissera pas un souvenir incroyable. Voilà, clairement, c'était pas dingue. Ensuite, j'ai lu un titre très sympa, Le Meneur des Morts de Alicia Alvarez, c'est de l'auto-édition. Alors, ce titre, je l'avais eu sur une campagne Ulule. Donc là, c'est un petit hardback qui est dédicacé par l'autrice très gentiment. C'est un titre qui est assez court, hein, voilà, regardez, hop là, ça fait 120 pages, je crois. Ouais, c'est ça, 120 pages. On a des petits en-têtes de chapitres. Ici, on est dans une réinterprétation d'un conte que j'aime beaucoup, qui est très peu mis en avant. Donc oui, ce que je disais, c'est que moi, j'ai eu cette version-là lors d'une campagne nulle, mais vous pouvez acheter ce titre avec une version brochée classique avec une autre illustration de couverture. Voilà, mais il est tout à fait trouvable également. Ici, on va être dans la ville de Hamelin, où la ville se retrouve complètement envahie, mais alors complètement envahie par les rats. Vous avez donc compris de quel conte nous allons parler et on va faire la rencontre d'Arthur, un jeune garçon qui a jeune ado, donc 13-14 ans. Et eh bien, il va assister malheureusement à la transformation de l'ensemble de son village en zombie. Voilà. Donc ici, on est dans une histoire hyper courte, vraiment très très rapide. Hein, c'est une réinterprétation, révision du conte du violoniste de Hamelin. C'est un conte que moi j'aime beaucoup, qui n'est pas forcément très connu ni très souvent revisité. Donc c'était pour ça que je m'étais procuré ce titre, j'avais envie de le découvrir. Une revisite que j'ai trouvée vraiment très très cool, très sympa à lire. L'histoire, elle est bien menée, la construction, elle est intéressante. La chute, elle est plutôt sympa. Je ne l'avais pas vu venir, mais moi je suis une grande naïve. Attention pour les plus sensibles, il y a plusieurs scènes qui sont très gore, très dures, très crades. Voilà, c'est du zombie. L'autrice ne va pas forcément beaucoup nous épargner. Petit bémol me concernant, j'ai trouvé que par moments, le style d'écriture, il était un petit peu trop scolaire, un petit peu trop
j'irai pas jusqu'à dire rigide, mais on voit qu'elle a voulu bien faire. Donc voilà, il y a des fois où ça se voit. Et je pense que l'autrice est assez jeune. C'est peut-être même un de ses titres les plus récents. Donc je pense que si l'écriture avait été un petit peu plus mature, je pense que ça aurait été encore mieux en fait que là, juste une lecture qui m'a fait passer un super moment. C'était très sympa à lire. Comme je disais, sympa de lire une réécriture sur un conte. Voilà, on change de La Belle au bois dormant, Blanche-Neige, Cendrillon. Là, voilà, Le violoniste de Hamelin, c'est quand même pas un conte très, très connu, très réputé. Et puis, je regrette un petit peu aussi le manque de réponse. Voilà, donc il y a vraiment 2 points qui m'ont un peu gêné. Le manque de réponse, ça reste 120 pages. Et puis, l'écriture que j'ai trouvée par moments un petit peu scolaire. Voilà, ça manquait, je trouvais, peut-être de spontanéité. Ou en tout cas, quand vous voyez que ça a été travaillé, que vous le sentez en tant que lecteur, c'est un petit peu dommage. Sinon, c'était très sympa. Et voilà, si vous aimez comme moi le conte du violoniste de Hamelin, je vous le recommande. Et puis voilà, si vous aimez le zombie, et puis si vous voulez lire un titre un petit peu sympa, c'était vraiment très cool, très sympa à lire. Vous avez compris, j'ai passé un chouette moment. Ensuite, j'ai terminé une saga ce mois-ci, puisque j'ai lu le tome 0 de Ring et le tome 4. Donc le tome 0, c'est Ring 0, et le tome 4, c'est Sadako, c'est de Koji Suzuki, et celui-ci, c'est Fleuve Noir, et celui-ci, c'est Pocket. Donc tout d'abord ici, ce fameux tome 0, on va ici avoir 3 histoires, 3 nouvelles qui se déroulent qu'on pourrait presque intercaler dans les 3 tomes principaux de la trilogie Ring. Ce sont des nouvelles qui du coup vont donner des explications complémentaires, vont éclairer certains moments qui sont simplement évoqués dans Ring, forcément. J'ai beaucoup aimé les 2 premières qui s'intitulent donc Un parfum de citron. Je me suis lancée dans un truc parce que j'ai pas noté les nouvelles. En tout cas, sur les 3 nouvelles, j'ai beaucoup aimé les 2 premières. La première, on va être avec la troupe de théâtre. La deuxième, on va être avec une jeune femme dans un puits. Pour ceux qui ont lu la trilogie, ça vous parlera. Et dans le 3e nouvelle, c'est celle que j'ai le moins aimée. C'est une jeune femme qui essaie d'échanger avec son amant. Voilà, les 2 premières m'ont beaucoup plu. En plus, on se retrouve avec vraiment une ambiance un peu glauque, un peu crade, un peu malaisante. Ça m'a bien plu. Dans la 3e, j'ai moins aimé parce que si vous avez suivi les avis que j'ai fait par rapport à Ring, dans la trilogie, l'auteur, il prend une orientation avec laquelle j'ai du mal, une orientation avec laquelle je n'adhère pas forcément, pas complètement, j'ai du mal à y croire, on va dire. Et dans ce tome 3, dans cette 3e nouvelle, il va repartir un petit peu dans cette orientation-là. À nouveau, toujours pareil, hein, pour remplir un petit espace qu'on avait dans la trilogie principale et sur laquelle on n'avait pas forcément d'éléments. Donc, globalement, moi j'ai bien aimé. J'ai vu que les notes étaient vraiment très très mauvaises, mais moi j'ai passé un bon moment. Par contre, attention à ne pas lire en préquel, vraiment à lire après avoir lu les tomes 1, 2, 3. En fait, il faut vraiment lire la trilogie Ring et lire ce tome-ci après, parce que là, clairement, vous avez un risque de spoil absolument évident, et puis aussi le risque de ne absolument rien comprendre, et si vous le lisez avant, ça ne vous apportera rien. Clairement, il n'y a vraiment aucun intérêt. Donc ça s'appelle Ring 0, mais pour moi, c'est vraiment à lire après la trilogie principale. Puis comme je disais, attention, il y a quand même des scènes un petit peu crado. Et donc ensuite, j'ai terminé la saga Ring en lisant Sadako. J'ai bien aimé Sadako également. Alors j'ai vu que les notes étaient vraiment très très mauvaises. Moi, j'ai passé un bon moment parce que je l'ai lu pour ce qu'il est, je pense, un espèce de titre fait pour les fans, pour prendre plaisir à retourner dans l'univers de Ring. Ici, on va avoir un graphiste, un jeune homme qui va recevoir une vidéo amateur qui montre un suicide à l'intérieur d'un appartement. Lui, il est donc vidéaste et il veut savoir si c'est un vrai suicide et si c'est un vrai suicide, évidemment, il faut lever le mystère, on va dire, parce que voilà, c'est atroce. Et si c'est un faux suicide, il veut savoir pourquoi vraiment on a créé cette image et on l'aura envoyée. Donc là, on va vraiment être dans l'univers de Ring, mais plutôt façon enquête policière. On va retourner dans un certain nombre de choses, d'événements qui sont liés à la trilogie principale. Moi, j'ai passé un très bon moment, mais je trouve que ça apporte finalement pas grand-chose par rapport à l'histoire de Ring. Alors, je trouve que celui-ci, il apporte des choses à l'histoire principale. Celui-ci, non. Franchement, non. Vous n'êtes pas obligé de le lire. Alors, celui-ci, vous n'êtes pas obligé de le lire non plus, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont intéressantes à savoir. Celui-ci, il se passe vraiment bien après les événements de Ring.
Il est intéressant à lire, pas forcément trop longtemps après la série principale si vous souhaitez lire, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont évoquées. Et je pense que si, comme moi, vous avez une mémoire de poisson rouge, vous risquez d'oublier et de pas avoir forcément les liens. Mais c'était chouette vraiment de rester, de retourner dans cet univers que j'aime beaucoup. Même si, comme je vous le dis, voilà, il y a une orientation de l'auteur, donc j'ai un peu de mal à adhérer, mais il n'empêche que j'ai quand même lu les 5 tomes. C'est une série que j'ai bien aimée. Je vous la recommande au moins le tome 1 et le tome 2 pour que vous fassiez votre idée par rapport à cette orientation, savoir si vous allez adhérer ou pas. Donc je disais ici une enquête policière dans l'univers de Ring, on va dire, qui n'apporte pas forcément grand-chose et que j'ai un petit peu vu comme un titre fait pour les fans. Voilà, pour que nous, on ait plaisir à retourner dans l'univers de Ring, mais franchement, voilà, il n'y a pas... C'est pas essentiel à lire pour pouvoir apprécier la saga, restant la trilogie principale. Voilà. Bref, j'ai donc terminé cette saga cette année, je suis hyper contente. Et voilà, je suis très contente également d'avoir lu ces 2 titres qui ont vraiment des notes très mauvaises. Mais franchement, moi j'ai passé un bon moment et j'ai pris plaisir à les lire et à retourner dans cet univers, donc c'était plutôt cool. J'ai ensuite poursuivi une série et je suis hyper contente d'avoir enfin lu le premier sang de Sir Cédric. C'est publié chez Pocket. Alors moi j'ai la vieille version Sir Cédric, je crois que maintenant c'est Cédric Sir, ce qui s'est édité encore chez Pocket, je sais pas. Moi j'ai cette version là et du coup je lirai le tome 3 en décembre. Voilà, comme ça j'aurai fini la trilogie. Ici on va donc retrouver Eva Svarta, principalement Eva Svarta et Alexandre Vauvert après les événements du tome 1. On est quelques temps après quand même, hein. Je ne sais plus combien de temps après, mais plusieurs mois, si c'est pas plusieurs, peut-être pas plusieurs années, mais plusieurs mois après les événements du tome 1. J'avais oublié à quel point Cédric Sir, c'était ultra addictif. Ça se lit, mais c'est même pas ça se lit, ça se dévore. L'auteur, il a un style tellement fluide que paf, il vous emporte avec lui et puis il vous lâche plus. En plus, on a des chapitres très courts et puis on a une alternance de points de vue puisqu'on va suivre parfois Eva, parfois Alexandre. Donc voilà. Donc on a alternance de points de vue, chapitre ultra court et le style de l'auteur ultra fluide. Donc je l'ai pas lu, hein, j'ai dévoré. Il fait 700 pages, je l'ai bouffé. Alors vous voyez, il y a les sables d'Araouia, j'ai fait 400 pages en 8 jours, 9 jours. Et celui-ci, je crois que j'ai lu en 4. Hein, donc voilà, il n'y a pas de mystère. Quand ça marche, c'est très bon. Je suis assez attachée à Eva et à Alexandre. Je trouve que leur relation qui s'installe davantage dans ce tome-ci, je la trouve très touchante. Voilà, je les trouve vraiment très intéressants. J'aime beaucoup le personnage d'Eva qui est vraiment un personnage assez atypique. J'ai également bien aimé comment l'auteur arrive à faire le lien avec les événements du tome 1. J'ai trouvé ça super réussi. Ça m'a vraiment donné très envie de lire le tome 3 qui, il me semble, sera le dernier. Voilà, mais c'était vraiment très bien fait. J'ai pas vu venir non plus parce que moi je suis une grande naïve et je réfléchis pas beaucoup quand je lis, en tout cas à ce que peut nous proposer l'auteur. Donc c'était cool. Attention, à nouveau pour les plus sensibles, il y a des scènes assez gore. C'est très visuel, Sir Cédric. Il y a des choses qui sont assez dures. On a quelques autopsies. Voilà, il faut être un peu, pas être trop sensible, je pense, sinon ça peut quand même heurter pas mal d'entre vous. On est ici dans un roman policier qui a une grosse dimension fantastique. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien, qui ne me dérange pas. Je préfère le prévenir. Si vous cherchez une histoire extrêmement cartésienne, il y a des choses qui ne seront pas cartésiennes du tout dans cette histoire, il faut le savoir. Globalement, l'enquête également qui est proposée ici, puisque au début de l'histoire, un caïd de la drogue va être retrouvé brûlé vif dans sa maison. Et en parallèle, on a une femme qui a une 60aine d'années, Madeleine Reich, qui va tuer son mari un soir, voilà, après quelque chose d'assez crade que je vous laisse découvrir. Donc voilà, on a ces deux événements qui vont arriver dans les deux endroits assez éloignés de la France. Et vous vous doutez bien qu'à un moment, tout ça va se rejoindre. Voilà, j'ai bien aimé l'histoire de fond proposée, hein, l'histoire policière que j'ai trouvée intéressante. Et voilà, et je suis hyper contente de l'avoir lu. Par contre, il y a quelque chose que j'avais déjà vu avec le tome 1. C'est-à-dire que là, je l'ai lu il y a à peine un mois et j'ai déjà assez peu de souvenirs. Donc, c'est une lecture ultra entraînante, ultra addictive, mais je crains que, en dehors du personnage d'Eva, que je trouve vraiment très impactant, je ne suis pas certaine que dans 5 ans, je me rappellerai vraiment du fond de cette histoire. Voilà.
Mais en tout cas, j'ai passé un super moment et moi, je vous le recommande si vous n'êtes pas trop sensible. Et je lirai le dernier tome, le tome 3, en décembre. Certain. Ensuite, j'ai également terminé une duologie, même si au démarrage, l'autrice ne l'avait pas prévu comme telle. J'ai lu Retour à Whistle Stop de Fanny Flagg. J'ai lu en lecture commune avec Sylvaine. Merci beaucoup à elle de m'avoir accompagnée sur ce titre. Retour à Whistle Stop, ben, comme son nom l'indique, on va retourner dans ce petit café, le Whistle Stop Café, en Alabama. On est 30 ans après les événements de la fin de Baignets de Tomates Vertes, on est en 1991, c'est ça. Alors, ce roman, il a surtout le goût de la nostalgie, en fait. Hein. Alors, le tome 1, l'autrice l'a vraiment écrit comme un one-shot, hein, voilà. Et donc, des années après, elle a eu envie, ou peut-être poussée par ses fans ou par l'éditeur, je ne sais pas, de retourner à Whistle Stop. Donc, honnêtement, c'était super agréable de retourner dans l'ambiance de ce café avec ces personnages qu'on va retrouver, avec leur folie, avec... ouais, avec la magie qu'il y a dans le tome 1, c'était super agréable vraiment d'y retourner, de revoir les gens et puis de savoir ce qu'ils étaient devenus après la fin de Baignets de Tomates Vertes, ce qu'ils étaient devenus, ce qui était devenu parfois leurs enfants, comment ils avaient évolué, comment ils étaient morts pour certains, pour beaucoup même. C'est extrêmement facile à lire, comme le Baignets de Tomates Vertes, c'était très addictif, on a envie d'avancer, on a envie de savoir, on est touché vraiment par ce qui se passe pour certains personnages. On navigue entre les époques, on est en 1930, en 1990, dans les années 2000, on est dans différentes parties des États-Unis avec tous les personnages que l'on suit. C'était très émouvant, très touchant, beaucoup de personnages très attachants. Par contre, je trouve en tout cas pour moi que c'était un poil en dessous de Baignets de Tomates Vertes. Il n'y a pas la découverte, déjà, forcément. Et il n'y a pas la touche de magie que vous avez dans Baignets de Tomates Vertes. C'est un cran en dessous. C'est bien, c'est très bien. C'est une de mes meilleures lectures du mois. Mais c'est en dessous de Baignets de Tomates Vertes. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Alors si, je pense qu'il n'y a pas la surprise de la découverte. C'est ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Je pense que vraiment, c'est ce qui fait que c'est un petit peu en dessous. Mais le plaisir de retrouver les personnages, il est là, il est évident. Et vraiment, c'était une super lecture. Et dans ce tome-ci, j'ai eu aussi une espèce d'ambiance très nostalgique, très... Cette fois-ci, c'est fini, c'est la fin d'une époque. Tous les personnages que vous avez vus, que vous avez aimés dans Baignets de Tomates Vertes, ils sont partis, ils sont décédés, ils ne sont plus là. Et cette époque, elle est vraiment terminée. Donc, j'ai aussi eu cette sensation-là que c'était quelque chose qui s'était terminé. Et j'ai terminé le roman avec un petit pincement au cœur, alors qu'avec Baignets de Tomates Vertes, non, je ne l'ai pas fini avec cette même sensation, vous voyez. Donc, il y a aussi comment j'ai fini le roman et qui explique que celui-ci, pour moi, il est un petit cran en dessous. Je regrette aucunement ma lecture, vraiment. Merci beaucoup à Sylvaine de m'avoir accompagnée. C'était très chouette, très agréable et franchement, je vous recommande 10 000 fois la duologie, hein, vraiment. Et surtout, Baignets de Tomates Vertes. Mais je ne regrette pas de l'avoir lu, je ne regrette pas d'être retournée à Whistle Stop. Mais voilà, c'était un petit peu en dessous quand même que Baignets de Tomates Vertes. Et je lirai d'autres titres de Fanny Flagg parce que du coup, j'ai très envie de voir si je vais retrouver la magie qu'elle a proposée dans d'autres de ses romans. Voilà. Et ma meilleure lecture du mois, ça a été ma première du mois en plus, American Predator de Maureen Callahan. C'est publié chez 10-18. Ici, on va être dans un true crime, une histoire vraie. C'est ma première expérience de true crime et ça ne sera pas la dernière parce que j'ai adoré ma lecture. Vraiment, j'ai été absolument emportée par cette lecture. J'ai trouvé ça absolument passionnant. Alors, ici, on ne peut pas vraiment parler de style hein, puisque Maureen Callahan, elle est journaliste et ici, elle va d'une manière très journalistique hein, nous raconter les événements extrêmement de manière très linéaire, donc il n'y a pas vraiment de style en fait. Hein. On va être en 2012 en Alaska, une jeune demoiselle qui s'appelle Samantha Koenig, elle travaille dans un espèce de un genre de food truck, mais je sais pas comment ça s'appelle, une espèce de café, un petit café comme ça, un peu isolé. Elle travaille le soir, elle fait le service du soir, et puis elle ne va pas rentrer chez elle, elle va disparaître. Et à partir de là, on va suivre avec Maureen Callahan la traque autour de cette jeune fille et puis
voilà, de la personne qui l'aurait potentiellement enlevé. Et cette enquête va les mener sur quelque chose de beaucoup plus important. D'ailleurs, c'est écrit « La piste du tueur en série le plus insoupçonnable des États-Unis ». J'ai adoré, vraiment j'ai adoré. J'ai ressenti, en fait, c'est assez paradoxal. J'étais hyper prise dans l'histoire, j'avais vraiment envie d'avancer, je tournais les pages et j'étais à fond, j'avais envie de savoir, j'avais envie d'avoir des réponses. Et puis, à côté de ça, finalement, l'autrice, la journaliste, elle va nous raconter des choses assez dures, assez horribles. Mais j'ai eu peu d'émotions en fait. En tout cas, j'ai eu peu d'empathie pour les victimes notamment. On est vraiment très axé sur le côté très déroulé de l'enquête, déroulé des événements. On n'est pas forcément orienté victime. Voilà, c'est aussi, je pense, un choix de l'autrice. C'était hyper immersif. Voilà, alors je ne peux pas trop vous en dire parce que moi je savais en dehors de ça peu de choses, mis à part que c'était un true crime et qu'effectivement une fois que je finis l'histoire je suis assez sciée, assez épatée en fait parce que l'autrice nous a raconté par cette histoire que je ne connaissais pas du tout. Voilà, je vous en dirai rien de plus. Ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à venir échanger avec moi en MP sur Insta ou à en parler dans les commentaires, mais attention, ne spoilez pas pour ceux qui ne l'ont pas lu. Un fait divers, en tout cas une histoire vraie qui m'a beaucoup remué, on va dire. Ce qui est paradoxal parce que je vous dis qu'il n'y avait pas d'émotion, pas beaucoup d'émotions, mais en même temps, j'ai trouvé ça passionnant la manière dont l'autrice raconte et à chaque fois dans les histoires comme ça de true crime. Alors moi, en roman, comme je dis, c'est quand même quelque part le premier que je lis vraiment. J'en ai regardé davantage en documentaire à la télévision, en reportage, et à chaque fois ce qui m'épate toujours c'est que finalement parfois on arrête des assassins pour des choses comment dire, des détails en fait, ils tombent pour des détails alors que à certains moments, bien oui, la justice ou la police a failli pour tout un tas de raisons et ça m'épatera toujours malheureusement, dans le mauvais sens du terme on va dire. Bref, je ne vais pas m'appesantir plus. Si vous voulez en échanger avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP, ça me fera très plaisir parce qu'il y a des choses que je ne peux pas trop dire parce que je ne veux pas spoiler les gens. Et je trouverais ça dommage vraiment de vous dire certaines choses. En tout cas, une chose est sûre, c'est que American Predator, ça m'a donné vraiment envie de lire du true crime, d'aller découvrir des histoires comme ça. Alors, j'en lirai pas tout le temps, mais j'aime vraiment beaucoup. Et voilà. Et c'était après donc Jiken que j'ai lu le mois dernier, qui était aussi des histoires vraies. American Predator confirme que c'est un genre qui m'intéresse beaucoup. Et en tout cas, moi, j'ai adoré ce titre. Et merci à Dorian qui m'avait offert ce roman. Il avait donc très bien choisi. Grand merci à lui. Et voilà, c'était une super lecture. Et forcément, si ce n'est pas déjà fait, je vous le recommande. Et voilà, ce point lecture du mois de novembre est maintenant terminé. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'ici. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire votre avis sur les romans dont j'ai parlé aujourd'hui. Si vous êtes du même avis que moi ou pas du tout, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, à me mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, un commentaire et si vous n'êtes pas très inspiré dans les commentaires, même des fois un petit smiley pour montrer que vous êtes passé par ici, ça fait toujours super plaisir. Grand merci à vous, je vous embrasse très fort. On est un petit peu tôt, mais je vous souhaite quand même d'ores et déjà un très joli mois de décembre, de passer de très chouettes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Ciao!